rencontres hebdomadaires pour sensibiliser et pour finalement rendre accessibles toutes ces notions et concepts du Web3 vraiment à destination des professionnels du droit et du chiffre. Donc c'est notre cible, juristes, avocats, magistrats, experts comptables, mais aussi les entrepreneurs qui eux-mêmes ont envie d'avoir un peu plus de compréhension juridique sur certains concepts. Donc bienvenue à vous tous. Cet art de conversation juridique, nous allons le développer et de plus en plus, quand je parlais de feedback, vers une audience internationale, puisqu'on vous écoute. Et ce qu'on voit, c'est que sur la centaine de personnes qui nous rejoignent, conversation juridique, quand même 20 nationalités différentes, 20 pays différents. Ça va très très loin jusqu'à Sri Lanka, en passant par l'Afrique, Côte d'Ivoire, Canada, Suisse, mais évidemment la France et toutes les parties de la France, Toulouse, etc. Et donc ça c'est quelque chose à laquelle nous sommes extrêmement sensibles. Et donc Chris fera quelques annonces à la fin, mais on fera sans doute la prochaine art de la conversation juridique qui deviendra The Art of Legal Conversation en anglais. Voilà. Et peut-être qu'aujourd'hui, d'ores et déjà, pour accueillir les gens qui sont là, et n'hésitez pas de le dire si vous voulez qu'on redise ou reformule certaines choses en anglais. Sorry about there's no English translation, but just be very interactive with me. If there are things you want me to say in English, including definitions or whatever we exchange between Chris and I, we can do it double. Now, we're supposed to have a short format, which is like 3/4 of an hour. So maybe we might go a little bit over just so that we could accommodate everybody English-French. Okay? Exactly. Voilà. Et j'espère pas perdre les gens en français, mais aussi gagner les gens en anglais. On va essayer vraiment de chaque fois vous écouter et voilà. Je passe la parole à Chris. Super. En tout cas, merci beaucoup. Welcome to this live. We are very happy to have you with us. Today we'll be talking about ChatGPT and how to use it legally speaking. As Maître Kessé was saying, we aim to be international, so the next live will be in English also. We'll talk about it during this live, but feel free to ask any question you have in English. We will answer as best as we have to do it. So, donc, ça va se faire vraiment en français et en anglais pour vraiment accommoder la communauté qui ne cesse de grandir. So the community is growing. Subscribe, share all of these lives, and we will be very happy to answer any question you have offline, of course. Alors déjà pour vous rappeler au niveau de la formation commence le 17 avril, ce lundi, avec la première cohorte. Et bien sûr, nous verrons ensuite avec les autres cohortes qui viendront également, qui passeront dans d'autres langues. So, we have the first training for lawyers and accountants, which starts on next Monday, 17th, but it will be fully in French. But the next cohort, the second cohort, will be fully in English. Alors, le sujet du jour aujourd'hui, le titre court qu'on lui a donné, c'est Intelligence artificielle, usage juridique de ChatGPT. Le titre super long, c'est l'intelligence artificielle ChatGPT, la première partie d'une révolution de la pratique juridique et l'adoption de smart contracts. So what we are trying to do today is to say, okay, we do have all of these tools which constitute the Web3 ecosystem. We have generative AI, we have blockchain. Inside blockchain, we have smart contracts, we have metaverse. So speaking legally, how do we navigate
using how do we navigate in this ecosystem using these new tools? Comment est-ce qu'on navigue ce nouvel écosystème en utilisant ces différents outils? Et aujourd'hui, l'outil principal sur lequel nous allons nous pencher, ça va être ChatGPT. Alors, maître, première question, existe-t-il aujourd'hui une définition juridique de l'intelligence artificielle et si oui, laquelle? Bon, alors je savais que je pouvais toujours compter sur Chris de poser des questions qui fâchent sur la définition artificielle. Ce qu'il faut avoir en tête, on pourrait dire non, il n'existe pas de définition juridique à proprement parler, mais évidemment il y a le IA Act, so there's the Intelligence Artificial Act that has been in discussion for years now, and that has a legal definition of artificial intelligence. Donc, il en existe, sauf qu'il faut bien retenir quelque chose par rapport à cette définition qui est donnée dans l'IA Act, qui n'est pas encore, je précise, en vigueur. Hein. Il est dans ses dernières phases d'adoption. Et précisément dans ces dernières phases d'adoption, qu'est-ce qu'on a assisté à quoi? On a assisté au fait qu'on s'est rendu compte que les définitions données n'intégraient pas suffisamment les intelligences artificielles génératives, et donc on assiste à une volonté de remanier l'annexe 1 qui est un renvoi sur un peu les techniques employées qui caractérisent l'intelligence artificielle. Donc, quand Chris me pose cette question, évidemment, c'est un work in progress. Okay, so this definition it exists. It's in the AI Act, but the AI Act the AI Act actually is not covering perfectly generative AI. So what has happened is that more recently we're having amendments being made to this definition and specifically to the techniques that characterize artificial intelligence in the Annex 1 of the AI Act. So the definition is in a work in progress right now. So ce qu'on doit retenir, c'est l'intelligence artificielle est une famille de technologies en évolution rapide. Le texte juridique de l'AI dit qu'il faut, pour garantir une sécurité juridique autour donc, de ces systèmes d'intelligence, clairement définir cette notion, évidemment, mais tout en offrant cette flexibilité pour s'adapter à tous les progrès techniques, tout simplement parce que ça va très très vite et pour cause, puisque le AI Act est lui-même pris de court par la sortie de ChatGPT en novembre 2022 et donc une irruption de 100 millions d'utilisateurs sous cet outil. Donc, entrant dans cette définition, la définition donnée est un système d'intelligence artificielle développé au moyen de certaines techniques, voilà, et on renvoie à cette annexe 1. Et donc, on le définit comme un logiciel qui est développé au moyen de une ou plusieurs des techniques, toujours énumérées dans cette annexe, pour un ensemble de données d'objectifs définis par l'homme qui génèrent donc des résultats tels que les contenus, nous savons, des prédictions, des recommandations et des décisions. So in English, this gives an artificial intelligence system means software that is developed with one or more of the techniques and approaches listed in Annex 1 that we are just saying that Annex 1 is now undergoing some amendments so that we can better integrate ChatGPT, and that can, for a given set of human-defined objectives, generate outputs such as content, predictions, recommendations, or decisions. So what we're seeing is that there is, first of all, an issue with regard to the legal definition. Il y a une difficulté quant à la définition juridique qui est en cours de modification, pour être au plus près de cette réalité que nous vivons aujourd'hui avec ChatGPT. Et à cela s'ajoute aussi des questions sur l'approche qui a été faite dans l'IA. Parce que l'IA prend une approche en termes de risque, c'est-à-dire qu'il classifie les différents systèmes d'intelligence artificielle dans les risques de limité à très élevés. Et la question se pose, savoir où est-ce qu'on classe déjà l'IA générative, et de 1,
Certaines personnes crient en disant non, non, tout de suite, en risque très limité. Et d'autres personnes pensent, et je pourrais plutôt aller dans ce sens-là, qu'il faut le mettre dans une catégorie un petit peu à part. Quel est, en 2 mots, le point en discussion? C'est que ces systèmes d'intelligence artificielle abordés dans le cadre d'IA Act visaient des intelligences artificielles, ainsi qu'on l'avait dit, qui répondent à des objectifs très spécifiques et à un contexte très spécifique. On a parlé de given set of human defined objectives. Donc concrètement en France, ce serait l'IA pour Parcoursup, par exemple. Another example I could give in English would be like if you're using facial recognition. So this is a given set of human defined objectives. Mais ce qu'on s'est rendu compte avec ChatGPT, c'est qu'on n'est pas du tout dans cette logique-là, puisque l'intelligence artificielle, l'intelligence générative correspond plus à des intelligences artificielles dites à usage général, general purpose AI system. Donc faisons en sorte que le risque dans cette utilisation, le risque il est façonné davantage du côté de l'utilisateur et il peut ne pas être préconçu ou connu d'avance. Donc ça, c'est un petit peu les difficultés de savoir où on se situe les risques avec cette AI générative. Donc les 2 questions sur cette définition et comment on le traite sont un peu liées, mais c'était important qu'on un petit peu le situe très rapidement sur ces questions. Donc, Chris, on comprend que ChatGPT est une intelligence artificielle à usage général, mais on peut dire encore une sorte d'implémentation spécifique à usage conversationnel. Alors, mais quel est l'intérêt de ChatGPT pour les professions juridiques réellement? Donc, I'll just give it in English. So I was just summarizing what we said, that ChatGPT is a general purpose AI system and more specifically a conversational robot. So what is, Chris, my question, what is the real interest of ChatGPT for the legal profession? Super. Thank you very much, Maître. So first, let's get the definition of what is ChatGPT. So there is what we can call, what we can call GPT and ChatGPT. GPT, c'est une sorte partons plutôt du chat GPT, comme ça va être beaucoup plus facile à définir. Le chat GPT, c'est une sorte d'implémentation spécifique du modèle GPT qui est conçu pour fonctionner comme un agent conversationnel ou on peut l'appeler une sorte de chatbot qui va utiliser des fonctionnalités qui viendront du modèle GPT pour comprendre et répondre à des questions des utilisateurs de manière conversationnelle. D'où l'appellation chat. Il peut être utilisé dans diverses applications telles que le support client, l'assistance dans la rédaction et spécifiquement dans notre cas aujourd'hui dans tout ce qui est juridique. Alors, OpenAI c'est une assez vieille entre guillemets startup si on part sur cette définition-là. La première version de ChatGPT, ce n'était pas du chat, mais c'était vraiment basé sur ce qu'on appelait un modèle super général, ce que j'appelle aujourd'hui le GPT. ChatGPT, c'est une des applications possibles. Tout comme nous voyons que, à part le chat, on peut générer des images avec notamment DALL-E et on peut aller beaucoup plus loin en faisant en sorte de donner à des entreprises et donc par extension également à des cabinets d'avocats la possibilité de personnaliser leur GPT entre guillemets. Donc ici pour pouvoir vraiment comprendre cette entre guillemets richesse de cette IA bien spécifique, partant de l'aspect chat, parce que c'est vraiment ça qui va nous intéresser dans l'aspect juridique, il y a 3 éléments dont il faut tenir compte. Le premier élément, c'est que ce GPT-là va comprendre le langage naturel. Vu qu'il est capable, d'une part, de traiter le langage, d'autre part, de l'analyser avec une précision
vous conviendrez avec moi, de plus en plus impressionnante. Je me souviens bien en décembre, lorsque j'ai commencé à utiliser ChatGPT, et la version que j'utilise aujourd'hui, le ChatGPT 4, c'est le ciel et la terre, en si peu de temps. Donc, cette précision, cette concision qu'il apporte, en fait un outil très précieux pour les professionnels, que ce soit des professionnels du droit ou des professionnels de la comptabilité. Pourquoi? Parce que ça va être beaucoup plus facile de gérer une tonne, je veux dire, une immensité de données, de le traiter très très rapidement pour faire ressortir un certain nombre de points saillants sur lesquels les professionnels pourront s'appuyer pour, par exemple, dans le cas d'une défense, défendre beaucoup plus efficacement le client. Dans le cas de la comptabilité, être extrêmement précis par rapport à toutes les données liées, par exemple, à une entreprise. Je sais que nous allons bientôt rentrer en France, dans le mois fiscal, si je puis ainsi l'appeler. Le deuxième élément, c'est la génération de contenu. Alors, génération de contenu, de quelle façon? Je vais vous parler de la façon dont moi je l'utilise. Je suis juriste, je suis également développeur. Je fais beaucoup de smart contractualisation pour un certain nombre de startups. Lorsqu'une startup vient et me dit, nous on voudrait que, par exemple, tu transformes ce contrat que nous avons, ce bail que nous avons, en contrat intelligent. Comme ça, nous serons en mesure de dire que nous avons automatisé un certain nombre d'éléments que nous avons confiés à la blockchain, qui va littéralement jouer le rôle de gardien, le rôle de tiers de confiance à la place, par exemple, d'un avocat ou d'un juriste. Cela, en réalité, n'enlève pas le travail du juriste. C'est juste que le travail du juriste, non seulement s'en trouve diminué dans le sens de le juriste aura beaucoup plus de temps à se consacrer à des éléments de son activité qui ont une valeur ajoutée. Ça, c'est un. Et deux, il va pouvoir faire ce qu'on va appeler évoluer son activité dans un sens où, désormais, avec cette capacité qu'a ChatGPT, dans le cas en tout cas de l'écosystème Web3, dans le cas de la smart contractualisation, eh bien, il va pouvoir se dire, j'ai à disposition un assistant qui me permet d'interpréter tel smart contract, par exemple le smart contract NFT, le ERC 721 ou bien le 1155, et je suis en mesure de pouvoir accompagner mes clients dans ce sens-là. Et le dernier you have to do a lot of English now because all the other people they take a lot of French. Okay. So yes, the last point is how to better do legal research. So for those who have access to the plugins of ChatGPT plus, for instance, Zapier or so on and so forth, it's very easy today to do research. I mean, it's more than research because ChatGPT is not meant for research. It's meant to literally generate an amount of logical, for instance, content. So, speaking about legal part of it, for instance, I use it to analyze a smart contract, a smart contract at the first. Then I can use that analysis to literally give a legal, what we can call a legal interpretation of the smart contract. So the best way to see this ChatGPT inside legal smart contract is to say, okay, I do not write code. I am not a developer. I mean, legally speaking, generally speaking, sorry. But I can easily use ChatGPT to interpret, to give a concise interpretation of what are the main
functions inside the legal smart contract, what are the consequences of those functions, and how do I deal with it legally speaking. So these are the three parameters we need to take as the main use of ChatGPT. So, je fais très court en anglais pour ne pas me disperser dans ce genre de situation. Donc, Maître, finalement, est-ce que cela va aider le ChatGPT tel que je viens de le décrire? Est-ce que ça va aider les professionnels du droit? Est-ce que ça va aider les professionnels du chiffre à devenir ce qu'on pourra appeler, à faire évoluer leur profession? Ou bien est-ce que c'est plutôt un risque contre lequel il faut commencer à se préparer? Alors, très bonne question. Je répondrai doublement oui. Je pense que, à mon sens, ça va réellement les aider. Mais en même temps, je pense qu'il y a un vrai risque de voir les juristes abdiquer en faveur du chat. Et donc, il faut qu'on puisse clairement anticiper ces différents problèmes. Donc, just quickly in English, so Chris is asking me, do I believe that the ChatGPT is going to assist legal professions to become better or to be better prepared for the world tomorrow and their legal profession and their legal obligations, or is there some sort of risks that legal professionals will finally just rely on chat? So there are two questions in that. Is it going to help? Well, there's a wonderful, I'm just going to refer to this, there's a wonderful study that was written by a lawyer, and he was saying that in his point of view, I think he was looking in a real tunnel vision. He was saying that AI should increase the general level of understanding in the population with regard to legal risks, and so mechanically that should also increase the request for counseling and legal advice. Okay, so donc dans cette étude faite par cet avocat, on dit que ça va aider le métier dans le sens où l'intelligence artificielle va augmenter le niveau de conscience dans la population sur les risques juridiques, et donc mécaniquement augmenter les demandes de conseil. Possible. Je pense, comme je l'ai dit, c'est tunnel vision, donc je pense qu'on est plutôt à une vision à moyen ou à long terme. Très humblement, je pense que bien avant, il y a un risque que l'utilisateur prenne littéralement ce que dit le chat pour être suffisamment juste et suffisant, et avec un risque important d'excès de confiance dans l'expertise juridique du chat. So what we say in English here is there is a real risk with regard to the assistance that chat is going to bring to the legal profession, that there's an over-reliance on the legal expertise of ChatGPT. So when chat gives a response, for it to be properly understood, you have to be able to, in a certain way, understand what he is saying and understand the sufficiency or insufficiency of what he's saying. So there is a risk, definitely, but at the same time we have to go forward and beyond that. So what we're seeing today, for example, in regard to changes being made to chat, we're seeing disclaimers more and more. What does that mean? Is that typically, for example, if I ask chat for certain contractual clauses for my contracts, he is going to disclaim that he is not a lawyer and therefore he cannot give legal advice, even though, of course, everybody knows that he's passed all the bar exams very successfully, both Paris and New York.
everybody understands here why there's this legal disclaimer, and obviously legal professionals that are using chat have to immediately understand that. So that's one of the issues. The second point that I would like to bring up, I no longer know if I'm in French or in English, donc le deuxième point que je voulais aborder ici, c'était lors d'un débat que j'ai eu sur l'intelligence artificielle dans le cadre d'un think tank. En définitive, si on fait un raccourci, je dis donc, finalement, est-ce que je vais pouvoir facturer à mon client une clause qui est sortie de ChatGPT? Finalement, je demande une clause, je relis et je trouve que c'est plutôt bien fait. Et donc, voilà, est-ce que je vais pouvoir facturer ça comme un travail que j'ai fait? Alors, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Il y a une partie de la salle qui disait oui, non, mais Kessie, de par ton expertise 30 ans en propriété intellectuelle, quand tu lis la clause, tu reconnais tout de suite sa suffisance. Et donc, c'est ça ta valeur ajoutée, finalement, de la profession juridique. Alors, ce n'est jamais, comme vous le savez, très simple. Et je pense qu'en réalité, quand Chris dit on va devoir travailler différemment et autrement, sans doute ça va à nouveau augmenter le niveau et donc les professions juridiques vont être appelées à affiner, à travailler plus qualitativement. Donc tout ceci vont expliquer, je ne crois pas que je pourrais facturer, ne serait-ce que sur un plan éthique, tout simplement à une clause qui est donnée telle quelle par le chat, et je ne le conseille pas davantage. Ce qu'il faut faire, c'est bien déceler les suffisances et les insuffisances et améliorer. Et sur ça, on a aussi, et j'anticipe, on a une part donc d'éducation à faire donc sur le chat. Donc juste very quickly in English, what we are saying is that so chat can help you and give you specific contractual clauses. So when you get those clauses, should you consider that this is something that you can build? Is this work that you have done simply because you've asked chat for suitable clauses for suitable contexts, etc.? I was referring to a debate that I had on this question, and people were saying, well, yes, of course you can, because of course you were able to recognize that that clause has its own pertinence in a specific context, and so yes, it's suitable. And why is it suitable? You're able to immediately evaluate that. I don't think personally that is sufficient for me. I would not feel ethically very comfortable to bill somebody for something that came straight hot out of chat. I think that we are called in our legal professions to use chat in a very intelligent way, so that it makes our work even more valuable. Mm-hmm. So that's basically our point of view. Donc, en français, je rebascule, Chris. On comprend donc qu'il faut avoir une certaine expertise pour déceler la justesse ou non du chat. Et alors, donc, juste pour la polémique, j'ai lu que l'intelligence artificielle générative, elle va accentuer la médiocrité des médiocres et déculper l'excellence des excellents. Donc, je voudrais avoir ton avis. Je donne juste la question en anglais pour notre audience. So, Chris, what we're saying is that you need to have a certain expertise to really to be able to evaluate if what chat is giving you is indeed sufficient, insufficient, just or not. So what I was reading about generative AI is that it will accentuate the mediocrity of people that are already mediocre, and it will multiply the excellence of those people who are already excellent. So what do you think about that? Je pense que c'est de la spéculation. Okay, I'm agree on one fact.
it takes a certain expertise to detect the accuracy of the chatbot, for sure. For instance, as a lawyer and a developer, I know by experience that most of the time when I use ChatGPT, it amplifies my expertise into these new areas. How can I, for instance, use Mika into, for instance, NFT words? ChatGPT, the new version of ChatGPT helps me a lot. First of all, it helps me understand where I have to stand, from which point of view I have to start in order for me to get the right results, to work legally, for instance. So that's the first thing. The second thing is every lawyer, every accountant should have at least an access to the ChatGPT. It's not a marketing. I'm not paid to say this. It's from my experience. I've been using it since December, and I have seen how it went from literally baby to a young adult in 6 months. So for me, a lawyer or an accountant who uses ChatGPT should first of all understand that he needs to educate it. It's right. like That's why I was coming to Chris. You have Yes. to explain to them okay. how you educate chat, because everybody thinks that chat knows everything. No. Because he's already been trained on lots of other things, and he has a very wide basis. What I mean, at least he has a very wide basis. So people don't think that they need to train. Yes, I've been training my my chats since December, and now it's getting more and more better. Why? Because first of all, I had to understand how to better talk to it, how to better write my prompts. Right, loudly prompt. Yes. Then how to make it do what exactly I want it to do. How should it help me? So I mean, that's why for instance we are aiming that's what we are aiming to do with the training, which started on April 17th, this Monday. We want to help you to understand how you hyper personalize your chatbot, your ChatGPT, so that the next time you asked it to, for instance, suggest you the best way to deal with the new case you have, it will be able to do it. So I'm not okay with those who are saying that for those it will help for instance it will amplify the mediocrity or the excellency. No, it will amplify the excellency, but if you are mediocre in your work, you will be very limited in how you can use it, because it built, that's what I felt using it. It built so that when you ask something, it gives you a first answer, and then it will wait until you give it what he needs to get from you, and then it will give you the answer you want, or even if not the answer you want, but it will it will give you another way of interpretation of things. Je vais switcher en français, pardon, pour dire que je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que l'IA, en tout cas le chatbot dans ce cas ChatGPT, va amplifier la médiocrité des uns ou l'excellence des autres. Non. Dans mon expérience d'utilisation, j'ai toujours remarqué que si l'IA était utilisée par quelqu'un qui connaissait son sujet,
eh bien, l'IA non seulement répondait à ce que aux demandes de la personne, mais également lui faisait découvrir de nouvelles choses. Par contre, pour ceux qui sont assez limités dans leurs connaissances, ça veut dire que si je suis par exemple un étudiant qui est en L2 par exemple droit, eh bien la limite de ma connaissance va faire que le chat sera également limité dans la réponse qu'il me donnera. Parce que derrière, tel que je l'ai expérimenté, j'ai eu cette impression que OpenAI avait fait en sorte que lorsque je l'utilise et que je lui pose une question, il me donne une réponse qui est à égalité avec ce que j'ai comme connaissance. Et donc, ce que j'ai comme connaissance, plus parfois un petit truc qui va me faire me poser la question de cette information, elle est bizarre, je ne l'avais jamais rencontrée nulle part. Est-ce que c'est elle qui vient de l'inventer? Ou alors, j'ai seulement une partie de la connaissance que je suis censé posséder. Par exemple, je l'ai beaucoup utilisé sur Mika pour préparer justement une formation sur Mika. Et je me suis rendu compte que le niveau d'interprétation de ChatGPT, en tout cas la dernière version, est tel que c'est moi qui suis désormais obligé d'aller faire des recherches pour m'assurer que la réponse que j'ai reçue est soit fausse, soit c'est moi qui n'ai pas assez d'éléments. Et généralement, je me rends compte que c'est moi qui n'ai pas assez d'éléments ou bien c'est moi qui ai mal interprété ce que le chat m'a donné. Donc, Chris, moi j'ai une dernière question. Tu as parlé de hyper-personnalisation du métier ou par cabinet. Tu peux expliquer ce que tu veux dire par hyper-personnalisation du métier? Yes, so this is very important. I think every lawyer, chaque cabinet d'avocats doit avoir son propre ChatGPT. Parce que le cabinet d'avocats de Maître Kessie ne fonctionne pas de la même façon que le cabinet d'avocats de X ou Z. Ou alors si on partait d'un cabinet d'experts comptables. Donc, je pense que déjà le chat va copier le style du juriste qui est en face, va copier le style de l'avocat, va copier le style du comptable ou de l'expert comptable. Et justement, dans la formation que nous commençons le 17, nous vous mettons à disposition cette expérience que nous avons eue pour que vous puissiez déjà commencer à entraîner, à éduquer votre chat. Que ce soit la version que vous avez prise en payant, en ChatGPT payant au niveau de OpenAI, ou que ce soit la version GPT qui est un tout petit peu différente, je pense que beaucoup en ont entendu parler, le GPT 3.5 ou bien le GPT 3.5 Turbo. Dans tous les cas, chaque cabinet d'avocats, chaque juriste va devoir avoir son propre AI, son propre GPT. So what I was saying literally is each lawyer, each accountant should have its own his own ChatGPT, because it will literally copy how you deal with things, how you deal with cases. For instance, when you are at court. So for me, it will add something more than just trying to see if it damns or not. So I think it's very, very important today for accountants, for lawyers to start educate the chat. And this is what we will be doing in our training. Ok. Alors, je pense que tu fais aussi référence, et peut-être qu'en dernier commentaire avant de prendre vos questions, à les nombreux, enfin, il y a plusieurs expériences en cours entre l'intelligence artificielle et les grands cabinets d'avocats. On peut donner un titre d'exemple, le partenariat qui a été signé entre Allen & Overy, qui est un très grand cabinet, qui ont testé Harvey. Et Harvey, en le testant, ils l'ont quand même soumis aux 3500 avocats du cabinet qui ont posé 40 000 questions.
sur leurs activités quotidiennes. Donc, on peut imaginer ce que Chris est en train de dire, l'intérêt du chat. En tout cas, certains grands cabinets et moyens aussi, et petits, ont surtout compris petit. d'ores et déjà. Et c'est la raison pour laquelle on voulait vous sensibiliser sur ça. Chris parle d'avantages concurrentiels. So you, as a legal profession, you are going to have a competitive edge if you use chat more regularly. This is clearly what we are trying to say. And so, dompter l'outil est essentiel. You just have to use it and learn how to properly converse. It's again a legal conversation, but a different legal conversation with a machine, but you have to learn how to converse properly, how to prompt it properly. So I'm just giving a quick, Chris, si tu es bien d'accord, un quick just summary at the end. Yeah. Tu veux peut-être reprendre la parole si on a des questions, s'il y a des gens qui ont fait des commentaires. On est toujours très à l'écoute de ce que vous dites. C'est une communauté qui est en train en pleine expansion. On adore votre côté international. I love the international arena because this is how Chris and I come from those international backgrounds, and that's how we work. I've always worked internationally, and Web3 is international. Web3 has no frontier, so I feel very much aligned into what we're doing right now. On est très à votre écoute. N'hésitez pas à nous donner votre feedback, nous dire ce que vous souhaitez, si vous avez des choses que vous voulez qu'on évoque en particulier. Alors, même si on dit la semaine prochaine, on va faire the art of legal conversation in English, we might say some things in French as well. You know, we might say it predominantly in English, going back to French, so that it becomes more balanced. Ce serait plus équilibré pour l'ensemble de la communauté. Super. Yes, nous avons quelques questions. Alors, la première que je mets là, comment s'inscrire pour la formation? Alors, pour s'inscrire pour la formation, il faut allez-y sur justement DeepFab, notre page DeepFab. Vous allez trouver directement le lien pour l'inscription, mais nous allons à nouveau le publier tout à l'heure sur nos pages respectives. Et également sur DeepFab. You can write us an MP, you'll see it on our LinkedIn profiles. Both of us have promoted the training session. Exactly. Write to us if you have any questions. Yeah. Thank you very much, Fatima Touré. Nous avons une deuxième question qui nous vient de Stéphanie Flasher. Merci, Casey et Chris. S'agissant de la réflexion en cours au sein de l'UE en marge du IA Act, ne devrait-on pas commencer par pousser à ce qu'il y ait reconnaissance d'un principe de consubstantialité de la donnée avec l'être humain? Maître, je vais te laisser répondre à cette question-là. Il s'agirait d'éviter de continuer à faire de ces types de systèmes d'exploitation ChatGPT et Echo des outils de marchandisation de l'humain à travers la marchandisation des données. Oui, alors... merci beaucoup Stéphanie, et je pense que Stéphanie fait référence à l'importance de la donnée qui ne peut pas être coupée totalement de l'être humain, puisque la donnée est souvent comportementale et donc elle est liée directement à la personne. Alors, on a à la fois la définition de données personnelles et puis on a aussi de plus en plus des données comportementales et on a les utilisations de plus en plus larges de la donnée. Ce que Stéphanie est en train de dire, c'est un point essentiel, c'est où est-ce qu'on place l'humain chaque fois au centre de toutes les utilisations, qu'elles soient donc des machines. Là, pour l'intelligence artificielle générative, c'est toujours un logiciel, et on est toujours en train de parler quand même de quelque chose qui est programmé, c'est quand même une machine. Donc, où est-ce qu'on place l'humain là-dedans, et je pense que c'est une question qui est bien plus que philosophique, j'avais dit opérationnelle, j'ai envie de dire vraiment, c'est une question de comment by design on va penser quelque chose ou l'utiliser, comment est-ce qu'on opère dans nos cabinets d'avocats aussi, puisque toujours, la technique doit être au service de l'humain. Il ne faut jamais
on conçoive l'un indépendamment de l'autre. Voilà. Super, merci beaucoup, maître. Une autre question de Christophe Copin qui dit quid des biais de ChatGPT? Cela a été évoqué avec des prompts pro et anti-Trump. Alors, par expérience, je vais répondre plutôt par expérience. You have to use the chat to understand when it's lying and when it says a truthful thing. So to be able to detect those moments, you have to train it. Because the more you train it, the more you understand how it works, the more you understand how you interact with it. So for me, ChatGPT, it's a general, it's a tool for everything and nothing at the same time. So if you don't train it, it will give you, excuse me for what I'm going to say, bullshit answers. Yeah, juste pour vous dire que il va falloir apprendre à entraîner, à éduquer le chat. Sinon, si vous ne l'éduquez pas, vous n'allez pas comprendre comment est-ce qu'il fonctionne, vous n'allez pas comprendre d'où est-ce qu'il sort les réponses qu'il donne. Et pire, vous n'allez pas pouvoir le faire à votre image pour ensuite lui dire, ok, à partir d'aujourd'hui, voici la façon dont les réponses que tu dois me donner vont être. Ça ne veut pas dire que ça va être biaisé, non, ça veut dire que à partir de l'immensité de données sur laquelle le chat a été éduqué, eh bien, il est capable de devenir extrêmement spécialiste. Et c'est vous qui allez créer cette spécialisation. Et en même temps, Chris, ce que Christophe dit, c'est que le biais, ça existe, il faut se le dire. Chat peut avoir un biais, et tout est question de la qualité de la donnée sur laquelle il a été entraîné. Alors, Christophe, vous posez une question évidemment super importante, et on ne veut pas dire que Chat n'a pas de biais, mais ce qu'on est en train de dire aussi, c'est plus le chat va interagir avec l'humain, et avec un humain, et là, nous parlons avec les professionnels du droit et du chiffre, donc il est fort possible que ça puisse atténuer ou enlever certains biais, parce qu'en éduquant le chat aussi, on va ramener nécessairement de l'information, hein. On ramène l'information dans le chat constamment, parce que c'est conversationnel et on ne se rend parfois pas compte de ce qu'on amène de l'information. Mais on peut aussi réduire les biais aussi par une utilisation de plus en plus avec les professionnels du droit et du chiffre. Voilà. Super. Merci beaucoup, maître. Nous avons 3 autres questions. Alors, Clément Garnier qui nous dit bonjour à tous. Merci pour cette conférence. En ce qui concerne les risques mentionnés précédemment, j'aimerais savoir ce que vous pensez des liens entre ChatGPT et la confidentialité, notamment des données utilisées par les juristes, surtout à la lumière des décisions récentes en Italie. Ça, c'est une question à laquelle nous avons énormément réfléchi et d'ailleurs à laquelle nous continuons de réfléchir. Et l'une des réponses, en tout cas que nous avons apportées, c'est que, comme nous avions dit précédemment, il existe deux sortes en fait de GPT. Enfin, en tout cas au sein de OpenAI. Vous avez ce que nous appelons ChatGPT. Ça, c'est ce que nous utilisons aujourd'hui. C'est ce que je suppose les gens de Samsung ont récemment utilisé et qui a fait fuir un certain nombre d'informations. Nous avons ensuite ce que nous appelons le GPT. GPT, c'est complètement différent de ChatGPT. Enfin, complètement différent. L'un, c'est vraiment un chat, et l'autre, par contre, ce sur lequel nous allons faire justement la formation, il est fait pour appartenir à une entreprise bien spécifique. Maintenant, ce qui va être avantageux, en tout cas pour le moment, c'est le fait de se dire, je peux contacter OpenAI et leur dire, comme l'ont fait justement le cabinet Allen & Overy, moi, ces données que je vais mettre
l'utilisation que je vais en faire est très spécifique à ma profession, il va y avoir des aspects littéralement professionnels, secrets, et je voudrais pouvoir conserver ces données intactes. La particularité de GPT, c'est que lorsque vous allez l'utiliser, vous allez émettre ce qu'on appelle une clé. Et cette clé-là va être... C'est vous qui allez posséder cette clé-là. Donc, en principe, on peut s'entendre avec OpenAI et s'assurer que les données qui appartiennent à votre entreprise ne vont pas à l'extérieur nourrir le géant ChatGPT. Mais voilà, on pourra vous parler justement des façons de pouvoir s'assurer que les données que vous lui donnez appartiennent à votre entreprise et ne sortent pas de ce cadre-là. Et ça, justement, on est en train de travailler également pour voir comment est-ce que on met en place cet environnement avec OpenAI. Mais ça prend du temps, mais on a déjà commencé le processus. Maître, c'est une vaste question, Clément. On pourrait faire un art de la conversation rien que ce point-là. N'oublions pas, parce qu'il y a deux questions dans votre question. Sur la confidentialité, écoutez, si vous faites comme le cadre, je pense que c'est chez Amazon qui met le rapport stratégique de son entreprise 2023 dans ChatGPT parce qu'il voulait l'avoir sous forme de PowerPoint, de PPT. Il est évident que vous venez de ruiner la confidentialité des informations de votre entreprise. Peut-être que vous l'avez même divulgué des secrets d'affaires. Donc, il y a une question de confidentialité avec le chat. Ça, c'est une autre question posée. Mais je pense que votre question parle beaucoup plus des données qui sont utilisées, comme les données sont aspirées. Et Chris a répondu ça en partie, mais on pourrait effectivement approfondir cette question. Je pense que ça va être l'une des prochaines, en tout cas, live qu'on va faire. Et je pense que justement, Philippe Duportail va dans le même sens là. Comment s'assurer que les questions posées à ChatGPT ne soient pas utilisées par les éditeurs à des fins contraires à l'intérêt de nos cabinets et de nos clients. Il y a une sérieuse question sur la confidentialité et l'absence de pare-feu. Justement, je pense que vu que ça se répète, il va falloir qu'on prépare littéralement un live uniquement pour ça. Donc, on s'engage à préparer ce live-là. Alors, nous avons ensuite Alain Barlan. La réponse de ChatGPT est-elle subordonnée à la forme de la question, à la langue utilisée? Sinon, ne va-t-on pas vers une réponse universelle, Big Brother? Maître, je te laisse commencer. Merci Alain de cette question. Alors, selon les nouvelles versions qui ont été mises en ligne, Chat maîtrise, en fait, en tout cas, on a réduit beaucoup les différences entre les réponses d'une langue à l'autre. Donc, je ne pense pas qu'il y aurait cette standardisation par la langue. Évidemment, toutes les langues ne sont pas acceptées pour le moment, donc là il y a une part de marginalisation pour certaines langues, mais je ne pense pas que la standardisation viendra de la question de la langue. Je ne pense pas qu'elle viendrait non plus de la forme de la question, mais qu'il y a un risque tout de même de standardisation, et ce risque de standardisation, Alain, que tu soulignes, ça viendrait du fait qu'on utilise le chat sans l'éduquer, précisément. C'est-à-dire qu'on utilise le chat en réponse brute. Si effectivement le chat a une façon, même s'il retravaille chaque fois ses réponses, et tout le monde en a fait l'expérience, il a une certaine façon assez standard, on va dire, de répondre. Et donc, effectivement, si on prend cette réponse standard pour être une réponse complète, on va aller vers quelque chose d'assez standardisé. Et ce que Chris et moi, on est en train de dire, c'est qu'il faut essayer d'utiliser intelligemment et le mettre à notre service pour que justement on garde cette hyper-personnalisation qui est propre à chacun de nos cabinets et chacun de ce que nous faisons. Alain étant en l'occurrence commissaire de justice. Donc voilà, il faut qu'on puisse l'utiliser pour rester extrêmement pertinent et personnalisé. Voilà. Juste pour donner un complément de réponse, c'est vraiment ça. C'est à la façon dont vous allez l'éduquer qu'il répondra.
il ne va pas... c'est soit ça va être de la donnée en pur et dur, donc basique, comme tout le monde là, ou alors c'est vous qui prenez le temps de lui dire, par exemple, parmi les prompts que j'utilise, c'est par exemple de dire, ok, voici un rapport que je viens d'écrire, alors voici la question, voici un autre rapport que je voudrais écrire, eh bien, chat, je voudrais que tu t'inspires de la forme, du contexte et de la manière dont j'ai écrit, par exemple, ce rapport-là, pour me fournir cet autre rapport avec les éléments suivants. Voilà, c'est vraiment à vous de l'éduquer. Ayez toujours en tête que ChatGPT, en tout cas les IA que nous avons aujourd'hui, ce sont des bébés qui viennent de naître et qui ont besoin d'être accompagnés. Je pense que d'ici 10 ans, quand on va regarder ce qui se faisait en 2023, on va se dire, on était vraiment en face de bébés qu'il fallait éduquer et qui deviendraient de vrais assistants. Voilà. Question, alors, il va falloir être un pro du prompt engineering. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. En tout cas, par expérience, nous avons utilisé ChatGPT depuis le début et c'est pour ça que cette formation existe. C'est de démontrer que bah, ça va devenir une habitude. C'est comme créer aujourd'hui du contenu sur les différentes plateformes. Les réponses de ChatGPT sont-elles programmées comme des algorithmes? Alors, c'est une réponse éminemment, une question éminemment technique. Je pense qu'on va l'inclure justement dans le live qu'on fera sur à la fois la protection des données au niveau du live. Mais merci pour votre question, Fatimé Touré. Merci beaucoup, Clément, pour votre question. Et la dernière intervention, Fatimé Touré, vous me rappelez une réflexion que j'ai entendue avant l'IA était de l'intelligence algorithmique et maintenant c'est véritablement de l'intelligence artificielle. En tout cas, on continue de voir les choses évoluer, cet univers du Web3. En tout cas, moi, ce que je veux que vous compreniez, c'est que l'intelligence artificielle générative vient en réalité simplifier la compréhension et l'utilisation de ces nouveaux outils que nous avons, principalement les outils liés à la blockchain. Tout le monde ne sera pas un expert, on n'aura pas des experts juridiques blockchain qui sont capables à la fois de lire du code et de comprendre le code du travail. Par contre, on sait que une fois que les différents professionnels du chiffre et du doigt auront compris comment est-ce qu'on utilise le chat, eh bien, ils seront en mesure de l'appliquer notamment à la smart contractualisation qui est vraiment un de nos gros sujets du moment. Maître, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose avant que je ne conclue? Non, alors je voulais remercier tout le monde et de dire aux personnes qui n'ont pas eu une réponse totale à leurs questions qu'on pourrait continuer la conversation off-chain, que voilà, on comprenait énormément plaisir à interagir avec vous, que bien évidemment l'art de la conversation juridique est une sensibilisation, qui est une volonté de vraiment rendre très tangible et accessible et aller vers cette adoption massive du Web3. Il est essentiel pour nous. Nous ne répondons pas évidemment à proprement parler à des conseils, etc. Mais on cherche chaque fois précisément à démystifier tout cela et on vous invite justement à en parler autour de vous. Beaucoup de personnes qui sont intervenues ont posé des questions extrêmement pointues. Ils ont déjà commencé à bien réfléchir sur la question et on est ravis. Mais d'autres personnes ont encore des questions qui germent. C'est très bien. N'hésitez pas à poser et vraiment faire autour de vous pour que, comme je disais pas plus tard qu'aujourd'hui dans un post, pour que justement les professionnels du droit et du chiffre adoptent le Web3, qu'ils soient moins, on va dire, craintifs de ne pas maîtriser certains concepts, certaines notions. Parlons-en, dites-nous ce que vous voulez qu'on évoque pour vous aider, pour nous aider tous à justement faire grandir
toutes les professionnels du droit et du chiffre vers donc cette adoption massive du Web3. Voilà. Et donc la semaine prochaine, on parlera un peu plus de Logion aussi. Exactement. Et justement, Maître, la semaine prochaine, le live, la conversation sera en anglais. So for the next Friday, we will have a conversation in English. And the topic we are going to discuss is legal smart contract and the concept of tokenized asset. It will be in English, mais on fera quand même des apartés en français également, comme ça ce sera, on vous aura ensemble. Les autres sujets, on va prévoir, on va se donner de 1 à 3 semaines pour pouvoir bien préparer ce sujet lié à la protection de données parce qu'il est super important, surtout pour les professionnels. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les inscriptions pour la formation, justement, sont encore ouvertes et qu'elles continuent. Donc, vous pouvez encore vous inscrire. Allez-y sur la page de DeepFab et vous trouverez littéralement le lien qui est épinglé, que je vais épingler tout à l'heure. Je vais également, à la fin de cette journée ou au plus tard, au début de ce week-end, vous envoyer les invitations pour le live prochain qui va concerner la smart contractualisation et le concept de tokenisation appliqué à la smart contractualisation. N'hésitez pas à partager ce live. Faisons en sorte de faire grandir la communauté. La prochaine fois, on va parler de Logion, qui est une découverte que vous allez faire qui est super riche. La deuxième cohorte, enfin, va se faire en anglais, la deuxième cohorte de formation, afin d'équilibrer les demandes de la communauté. On pourra peut-être un autre jour le faire en russe, mais là, on va vraiment s'arrêter en français et en anglais. Sorry, I'm not fluent in Russian, but whatever. Donc, merci beaucoup, Maître. À toi, le mot final. Bon, écoutez, merci à vous tous, merci de vos questions, de vos questionnements, merci d'exister et que cette communauté de professionnels du droit et du chiffre grandisse. We just want you all to grow and grow as a community that is more and more sensitive, that is more and more aware, that is more understanding of the Web3. See you soon. Thank you very much. Goodbye.